La décision, au sens médical, est liée à tout un ensemble de fictions. Alors, il faut s'entendre évidemment sur le terme de fiction. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on va appeler fiction? On va appeler fiction, si vous voulez, pour pouvoir nous donner une définition qui va rester un tout petit peu, une entité ou un discours qui va en quelque sorte permettre, lorsqu'on ne peut pas avoir une solution directe à un problème, de faire comme si on en avait une. C'est-à-dire, en gros, c'est la place de la fiction, c'est la place du comme si. Alors, il n'y en a pas évidemment que dans l'éthique médicale, on en trouve partout, on trouve des fictions juridiques, quand on ne peut pas directement désigner la loi qui va permettre d'une certaine façon de résoudre un problème, on va faire comme s'il y en avait une, on va chercher une loi qui est relativement voisine et essayer de l'appliquer au cas précis. On en trouve, par exemple, je ne sais pas, on va parler en politique de l'extraterritorialité des ambassades. On va faire comme si un petit bout de la rue de Varennes était un petit bout d'Italie, alors qu'on est dans l'ambassade d'Italie, on est évidemment en France, mais sur ce territoire, il est parfaitement clair que les lois françaises ne s'appliquent plus et on est comme si on était en Italie. Bon. Dans les sciences, on est constamment en train de recourir à des fictions. Pour résoudre des problèmes, il faut faire comme si on pouvait additionner, par exemple, des petites infinitésimales, mais en même temps, il faut qu'elles se retirent. Alors, elles ont à la fois une quantité, et ce sont des quasi-zéros, donc elles ont un statut extrêmement boiteux, et on s'en sert, effectivement, pour résoudre des problèmes, effectivement. Eh bien, en éthique, il en est de même. Il y a énormément de notions qui sont fictives. La notion de personne, par exemple, est une fiction, la notion de dignité, etc. Presque toutes les notions éthiques sont des notions fictives, mais on en a besoin pour résoudre des difficultés qui se posent. Vous disiez, par exemple, qu'au niveau d'une décision, on a constamment besoin, d'une certaine façon, de ces fictions. C'est-à-dire qu'on va se mettre à la place, dans un staff, du malade, quand bien même il ne serait pas lui-même en état de dire quoi que ce soit sur son état, sur sa propre situation, eh bien, on va faire comme si on pouvait se substituer à lui pour prendre des décisions qui le concernent. Alors voilà donc une espèce de fiction. On va, par exemple aussi, se projeter beaucoup dans l'avenir. Le médecin le fait constamment pour donner un traitement, pour essayer de définir un traitement quelconque. Certes, on ne peut pas savoir tout de suite si les choses vont marcher, mais on va faire comme si on avait suffisamment d'éléments, d'une certaine façon, pour prendre une décision et faire en sorte donc de commencer réellement un traitement en faisant comme si on avait quelques lueurs ou quelques idées de ce qui allait éventuellement se passer en se servant de statistiques ou de calculs de probabilité. Alors voilà donc en très gros, mais il y a bien d'autres endroits où on va se servir de la fiction. Voilà donc comment on va, en médecine ou en éthique médicale, utiliser la notion de fiction. La fiction est radicalement liée au réel. Bon, on a recours à des fictions pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes réels. Ce n'est pas du tout pour s'envoler très très loin du réel, mais il est bien entendu que c'est fait pour résoudre des choses qui se posent très très réellement. Alors vous parliez par exemple du chirurgien qui a un choix à faire. Il est clair qu'il a pris un certain nombre de précautions, il a fait un certain nombre d'images, il n'a pas forcément effectivement eu contact physique avec le malade. Et effectivement, là, il y a toute une série de fictions qui entrent en ligne de compte, puisque le malade doit se reconnaître d'une certaine façon à travers ces images, doit admettre qu'il est lui-même l'objet de ces images, et alors qu'il, par exemple, il ne souffre pas du tout, eh bien, il va faire comme s'il était malade, il va falloir qu'il assume d'une certaine façon toute une série d'examens, de résultats d'examens, faits au laboratoire, d'images, etc. Bon. Mais de l'autre côté, le chirurgien, lui aussi, a affaire à des fictions. C'est-à-dire qu'il croit, bien sûr, à ces images, il sait par son métier ce qu'il a à faire, et d'une certaine manière, il s'agit de résoudre pour lui un problème, le problème que pose le malade, et
Il a à sa portée, bien sûr, toute une série de tables, de statistiques. Il connaît son métier, il sait que dans tel et tel cas, généralement, les choses se passent ainsi. Mais il va commencer d'une certaine façon un traitement, alors même qu'il ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est-à-dire personne ne sait exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que même les statistiques, même la meilleure des connaissances portent toujours sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe pour les autres, éventuellement, pour des autres quand on a pu ramener tous ces autres à une sorte de dénominateur commun, mais pour telle personne, là, au fond, on n'en sait rien. Bon. Et voilà donc voilà une situation de fiction, hein, d'une certaine façon. On va faire comme si, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Il faut bien, par exemple, soit opérer, soit, je sais pas, faire une radiothérapie, faire une chimiothérapie dans des cas de cancer. Bon, il est clair que là, on va donner un certain choix à la personne. Il faudra bien choisir, et d'une certaine façon, le choix qui sera arrêté sera le bon. Ce sera véritablement quelque chose qui aura une espèce de réalité. Mais on voit bien que il est très compliqué de parler de réel. Qu'est-ce qu'on entend exactement par réel? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va découvrir une fois que les choses auront été faites, par exemple, une fois que tout aura été fait, une fois qu'on saura, une fois qu'on sera 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, etc. au-delà, est-ce qu'on pourra dire d'une certaine façon, voilà le réel, et du coup, la décision qui a été prise, par exemple, était une bonne décision ou était une mauvaise décision. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Parce qu'on pourrait dire qu'on avait raison à un certain moment de prendre une décision qui s'est révélée n'être pas la bonne, d'une certaine manière, parce que ensuite on a connu d'une certaine façon le développement de l'affaire, mais il n'en demeure pas moins que, au-delà et au niveau de ce développement de l'affaire, et au-delà de ce développement de l'affaire, on peut encore dire d'une certaine façon que la décision était bonne, quand bien même cette décision se serait révélée, finalement, ne se serait pas révélée la meilleure possible. Donc on voit qu'il y a une sorte de logique des fictions qui n'est pas exactement la logique du réel, qui n'est pas exactement la vérité du réel. Et pourtant, cette mise en place de l'avoir raison, enfin de la volonté d'avoir raison, alors que bien sûr les choses ne sont pas là qui puissent en conformité vous donner raison ou tort, eh bien cette volonté d'avoir raison, ce désir d'avoir raison, a sa logique propre, qui n'est pas exactement donc la logique même du réel, mais qui est destinée tout de même toujours à entrer comme une espèce de médiation dans la logique du réel, parce qu'enfin, il faut soigner quelqu'un. Bon, c'est bien quelqu'un qui demande des soins, et il ne demande pas simplement des soins fictifs. Il veut être véritablement soigné. Mais sa volonté passe assez étrangement par une phase qui est forcément quelque chose qui est de l'ordre de la probabilité. Et cette probabilité, elle n'existe pas, je veux dire par là, elle n'existe pour personne. Il n'y a pas quelqu'un qui sait, peut-être Dieu, on ne sait pas, mais je veux dire, et encore, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce que nous savons que Dieu sait, etc., c'est complètement impossible à dire. Donc, il n'y a pas du tout de savoir du point en question, et du coup, on en est réduit à faire des fictions. Alors voilà, c'est là où on voit que la médecine est un lieu où, éminemment, il n'y a pas que la médecine d'ailleurs, hein, mais où la politique, il en est de même. En économie, c'est exactement la même chose. Mais là, on est contraint d'avoir recours à des fictions. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver le maximum d'éléments qui nous donnent raison en prenant telle ou telle décision, mais avoir raison de prendre une décision n'est pas pour autant être dans le vrai. On n'en saura rien. Et on en saura peut-être après, c'est tout, encore une fois. Mais il y a vraiment une logique propre, si j'ose dire, de l'avoir raison au moment où on prend une décision. Voilà le point qui me semble très très important et pourquoi on ne peut pas esquiver le moment de la décision. Et ça pose très nettement la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que l'existence, qu'est-ce que c'est que le réel pour quelqu'un qui agit? Ce n'est pas l'envers de ses actions qui existerait déjà
pour quelqu'un, hein, comme dans une partie de Bonto, il y aurait quelqu'un d'assez habile qui saurait ce qu'il est en train de faire, tandis que les autres ne savent pas. Hein. Il n'y a pas de Bonto. Hein. Et je dirais là, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué encore, parce que, encore une fois, personne ne sait. Hein. Et il faut pourtant faire quelque chose. Et le médecin, c'est celui qui fait quelque chose alors qu'il ne sait pas et que personne ne sait. Alors, peut-être que le point le plus dangereux pour le médecin serait justement, et là on rejoint vraiment un problème éthique, c'est comment le dire au patient. Comment dire au patient que celui qui est censé savoir, incarner le savoir, ne sait pas ce qui va se passer. Certes, il a énormément d'éléments, il connaît beaucoup plus de médecine que son patient, il a certainement l'idée de la façon dont les choses vont évoluer, enfin du moins il a plusieurs panoramas possibles, plusieurs hypothèses possibles, mais il n'en sait pas plus d'une certaine façon que son patient. Et la grande faute serait de la part du médecin de feindre d'une certaine façon de savoir. Alors, il n'y a pas énormément de médecins qui le feraient, mais il y a des dérapages plus subtils qui consisteraient à dire à son patient bien dans quelle portion, d'une certaine façon, dans quel pourcentage il se situe. On lui dirait donc qu'il se situe dans tel ou tel pourcentage de cas qui vont évoluer de telle ou telle façon. Et il est clair que le patient pourrait très bien se situer dans dans le bon centile, dans le bon décile, etc. Et puis, d'une certaine façon, la situation révélant très vite que ce n'est pas le cas, d'une certaine façon. Alors, là, le malade peut être pris en porte-à-faux, si j'ose dire, et le médecin aussi. Donc, je pense qu'il faut être très, très, très habile avec les probabilités, avec les statistiques, faire très attention à leur manipulation. Les statistiques portent sur quoi? Certainement pas sur le cas même qui est en train d'être analysé. Elles vous donnent un cadre, simplement quelque chose, mais il serait très difficile de savoir de quoi exactement on parle. C'est d'un ensemble de cas qu'on a réduit au même dénominateur, mais à coup sûr, on ne parle pas du cas qui se présente très directement, qui va peut-être entrer dans les statistiques, effectivement, mais qui, pour l'heure, comme il s'agit de le traiter, ne peut pas du tout être un cas connu. Il n'y a pas de connaissance, d'une certaine façon, de son cas. Et donc, il faut faire très attention à développer en éthique médicale plutôt une connaissance pratique qui n'a pas grand-chose à voir avec une connaissance, par exemple, des lois de la nature ou une connaissance de la biologie. On est dans quelque chose qui est extrêmement différent. Encore qu'on puisse effectivement douter de savoir s'il y a des lois. Est-ce qu'il y a des lois de la nature, est-ce qu'il y a des lois de la biologie, etc. Ça peut se discuter aussi. Mais à coup sûr, quand il s'agit d'un cas particulier, on ne peut absolument pas le faire, en aucune façon. On n'est pas du tout dans la même situation quand il s'agit d'une première, deuxième ligne ou troisième ligne de soins en cas de cancérologie, par exemple, et quand il n'y a plus rien à faire. Quand le spécialiste sait que, pour sa part, il ne peut rien faire. Bon. Et que la personne se trouve en soins palliatifs avec quelques jours, quelques semaines, presque jamais un mois ou plusieurs mois devant elle. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'elle a laissé des directives anticipées? Ce qui là aussi est une étrange chose. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces directives anticipées? Où on décide à un moment où on n'était pas encore très malade, ou du moins on ne s'estimait pas encore très malade, et pour un moment où on le sera davantage au point qu'on perdra conscience ou quelque chose de cet ordre. Bon. Et est-ce qu'on peut prendre des décisions pour quelque chose qui va se passer et de telle sorte qu'on ne sache absolument pas dans quel état exactement on sera. Donc là, il y a une étrange projection. Bon. Mais parfois, et la plupart du temps d'ailleurs, ces directives anticipées n'existent pas. Donc il faut prendre une décision. La personne ne peut pas la prendre elle-même. La famille, peut-être a-t-elle des idées sur la question, elle les dit, elle ne les dit pas. Les médecins responsables, l'équipe responsable statue sur le cas. Alors, vous dites, les questions religieuses mises à part, après tout, pourquoi forcément les mettre à part? Bon, je veux dire qu'un malade peut très bien avoir des convictions religieuses, des familles peuvent avoir ces convictions religieuses.
l'éthique ne consiste pas à les écarter, on les intègre d'une certaine façon dans la décision, mais ce qui est vrai, c'est qu'il va falloir prendre une décision. Est-ce que la personne souffre ou pas? Est-ce qu'elle a manifesté l'envie qu'on lui laisse la paix, qu'on la laisse mourir en paix ou pas? Bon. Est-ce qu'elle a véritablement très peur de la fin et veut qu'on fasse énormément d'efforts pour elle, etc. Bon. Tout ça doit être pris en compte d'une certaine façon. Les véritables difficultés, c'est quand on ne sait pas. D'une certaine façon, il n'y a que le personnel soignant qui est en train qui va au fond prendre la décision. Mais alors voilà, là on a le cas d'une décision collective d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on regarde le cas au mieux en tenant compte de quoi dans ce cas? Est-ce que le respect de la personne, sans doute, mais bon, elle est respectée dans tous les cas, de toute façon, quoi qu'on fasse, mais est-ce que c'est sans doute, dans ce cas, on s'oriente vers la situation peut-être où il y a le moins de déplaisir, le moins de douleur pour l'ensemble des gens? Je crois qu'en très gros, les décisions dans ce cas sont tout à fait utilitaristes, enfin, en ce sens qu'il s'agit de faire alors peut-être pas le plus grand bonheur dans ce cas, puisqu'on est en soins palliatifs, mais le moins de misère possible, le moins de malheur possible pour le plus grand nombre de gens, à savoir les gens, les partenaires de la situation. Bon. Et dans ce cas, c'est une espèce de résultante qui, quand elle est possible, cette résultante, qui va l'emporter. Parce que, de fait, c'est toujours très compliqué, ce genre de... l'éthique est compliquée toujours, parce qu'elle met constamment en question énormément de principes. Vous n'en avez jamais qu'un. Il y a toujours énormément de principes qui sont comment dire, qui sont jetés dans la situation, et qu'il faut, et l'éthique consiste à faire ça, consiste à régler la pluralité de ces principes et à ne pas trop être en désaccord avec l'un ou l'autre de ces principes. Alors, parfois, il est possible, d'une certaine façon, de faire une espèce de bisectrice, de faire une composante de tous ces principes. Bon. Parfois, c'est complètement impossible, parce qu'il faut un choix. Ou on fait telle chose, ou on fait telle autre. Et du coup, là, on est dans une sélection de principes. Il va falloir les numéroter et dire qu'on a mis tel principe en avant plutôt que tel autre. Et dans ce cas, on n'aura pas forcément la même issue, on n'a pas forcément la même façon de donner des conclusions. Hein. Et la pluralité des principes est sans doute une des difficultés en éthique. C'est une des difficultés partout d'ailleurs. Dès qu'on fait de la théorie, on sait que le physicien a beaucoup de mal avec 2 principes, ça s'articule très bien, on a les outils mathématiques pour le faire. 3, c'est redoutable. Et au-delà, c'est presque impossible. On n'est plus dans du probable, bon, et des degrés très, très inférieurs de probabilité. En éthique, on est toujours avec des dizaines de principes. Tout est extrêmement compliqué. Donc, il n'y a pas de solution facile. Et on ne peut pas se réfugier non plus dans l'intuition, en disant on sent ce qu'il faut. Hein, ou il y a une nature humaine qui nous permet de dire ce qu'il faut faire. À coup sûr, non. C'est-à-dire, tous ces sentiments nous égarent d'une certaine façon. Il y a un certain Lacan qui disait que le sentiment, hein, et je crois que c'est tout à fait vrai, il n'y a pas de vérité de l'intuition. Hein. Mais alors, du coup, quand on a dit ça, on se trouve devant des difficultés redoutables. C'est-à-dire, comment allons-nous résoudre l'ensemble des problèmes qui consistent à articuler les principes? Et c'est l'un des problèmes majeurs, je crois, de l'éthique. Et ça date pas d'aujourd'hui. Hein, au XIXe siècle, Stuart Mill le notait déjà. Il disait finalement, on ne sait pas aujourd'hui résoudre les problèmes d'éthique. On n'a pas de langage pour ça. Mais on n'a même pas exactement de technique pour les résoudre. Je crois qu'on est au balbutiement en ce moment sur cette question-là. Toutes les recherches qui se font en éthique devraient maintenant vraiment se concentrer sur cette question de savoir comment on va articuler les divers principes. D'abord les épeler, ça commence à être fait relativement bien, les épeler et regarder comment on peut les articuler entre eux.
Autrement dit, il y a des problèmes logiques qui se posent, et ce n'est pas seulement pour le plaisir d'en faire, mais c'est pour que cela puisse aider des décisions qui sont prises par le corps médical très souvent. Et pas seulement par le corps médical, mais avec la famille, éventuellement avec le malade lui-même. Il faudrait pouvoir comprendre un peu ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer à ce moment-là? Puisque la fiction, c'est le fingere, c'est la construction, c'est le construire. Qu'est-ce qu'on est en train de construire? Et effectivement, ça, je crois que c'est un des points essentiels pour notre temps. Là, je crois que... et c'est pour ça qu'il faut véritablement, et je salue le fait qu'à Saint-Louis, il existe quelque chose comme ça, ou dans d'autres grands hôpitaux parisiens, il est essentiel d'avoir un enseignement structuré d'éthique pour que les choses puissent véritablement avancer. Parce que si on se contente d'avoir des intuitions, fût-ce avec d'excellentes intentions, je crois qu'on ne fait pas forcément des choses intéressantes et bonnes. On ne fait des choses bonnes que si on les conçoit très correctement et si on a affronté suffisamment les difficultés. Et là, en voilà une, et celle-là me semble vraiment très très compliquée. On trouve chez Platon, dans le Ménon en particulier, mais aussi dans d'autres dialogues, l'idée d'une opinion droite, comme ils disent, qu'il distingue très très volontiers du savoir. Il y a un savoir en mathématiques, c'est ce qu'ils appellent épistémé, les Grecs. Là, il y a un savoir en physique, etc. Mais ce que demande l'action, c'est quelque chose d'autre. On ne peut pas avoir cette rigueur-là dans l'action. On ne peut pas démontrer les choses. Il n'y a pas d'axiome très facilement. On ne peut pas aisément savoir ce qu'on a à faire. Et pourtant, il y a bien une connaissance de l'action. Il y a bien une connaissance pratique. Et je pense que notre temps est en train de renouer avec ces problèmes, qui étaient ceux de l'Antiquité, qui étaient ceux du Moyen-Âge. Chez saint Thomas d'Aquin, on trouve exactement cette idée de connaissance pratique. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on essaye de savoir ce qu'on doit faire, ou ce qu'il est bon de faire? Et là, vous avez donc à nouveau une connaissance qui n'est pas tout à fait d'ordre mathématique, qui ne coïncide pas avec les mathématiques, quoique elle n'exclut pas les mathématiques, mais qui est d'un autre ordre. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est à quelque chose de cet ordre. C'est une philosophe en gros des années 1950-60 qui s'appelle Elisabeth Anscombe, qui a écrit un livre sur l'intention. Et dans ce livre, elle déplore que, sans doute d'ailleurs un peu à tort, que les modernes ne se posent plus la question de la connaissance pratique, en disant il faut absolument rouvrir ce dossier. Alors elle a tout à fait raison. Je pense en même temps qu'elle a un peu tort de dire que c'est un problème qui avait été oublié. Il est constamment présent, notamment tous les probabilistes, tous ceux qui s'intéressent aux questions de probabilité se posent des questions comme ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, encore une fois, de dire la vérité sur les choses, mais est-ce que j'ai raison de dire telle ou telle chose? Et la vérité ne porte pas sur les choses, mais sur l'avoir raison de dire telle ou telle chose. Donc il y a un savoir très très indirect, et qui a toute sa valeur. On ne peut pas faire comme si on pouvait court-circuiter cet échelon-là et dire directement ce qui est bien ou ce qui est mal. On ne peut pas. On ne peut qu'en passer par le caractère complètement indirect, effectivement, est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est probable ce que je suis en train de faire ou pas? Est-ce que ça a une certaine valeur ce que je suis en train de faire ou pas? Et de cela, il y a une espèce de connaissance. On peut effectivement commencer à dire quelque chose là-dessus. Et je crois que c'est quand même ce qui se fait. Je crois que l'éthique commence à couler à plein bord en ce moment. Il y a beaucoup de livres qui s'écrivent, et d'excellents livres. On peut le déplorer un peu, surtout chez les anglo-saxons, il faut dire, puisqu'ils regardent de très très près cette question-là. Mais je pense que notre époque est en train de faire de très très gros progrès, très rapides, sur cette question-là, sur la question même de ce savoir pratique, de cet orthodoxa dont les Grecs parlaient, dont les sages dont vous parliez disaient quelque chose. Aussi bien d'ailleurs, encore une fois, sous l'Antiquité qu'au Moyen-Âge. C'est-à-dire que le point qui est important, c'est que l'orthodoxa, l'opinion droite, la justesse dont vous parliez tout à l'heure, elle n'a pas le même objet que le savoir scientifique. Le savoir, ça serait déjà très difficile de savoir ce que c'est que l'objet des mathématiques ou ce que c'est que l'objet de la physique.
Tout est extrêmement compliqué dès qu'il s'agit de regarder un peu dans le détail. Mais ce qui est absolument certain, c'est qu'il est encore peut-être plus difficile de savoir ce que c'est que l'objet de l'éthique. Au fond, de quoi parlons-nous quand nous décidons sur un cas? Qu'est-ce qui est en cause? De quoi est-ce qu'on parle? Et en même temps, c'est bien ça qui est l'essentiel. Bon, c'est de ça qu'il est question en éthique. Mais de quoi exactement est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle du bien du malade? Est-ce qu'on parle du bien de la famille? Est-ce qu'on parle du bien des médecins? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui concerne tous ces biens? Comment objectiver cela? Et de fait, il n'y a pas plus difficile que d'objectiver quelque chose comme ça. Et pourtant, on doit pouvoir y arriver, puisque, au fond, presque tout le monde est d'accord pour dire que l'orthodoxa, c'est pas rien, un savoir pratique, c'est pas rien. On ne peut pas dire n'importe quoi en éthique. Et il y a bien des positions qui sont scandaleuses en éthique. Bon, donc, on ne peut pas tout dire. Par conséquent, il y a bien une espèce d'objectivité, il y a bien quelque chose comme ce que vous appelez la justesse, hein, et en évitant le mot de vérité, justement. Hein. Il n'y a pas de vérité à coup sûr, parce qu'il n'y a pas moyen de faire des correspondances entre un discours et un objet, ce qui est souvent le cas, enfin encore que ce soit bien compliqué dans la physique actuelle et dans les mathématiques actuelles, mais en très gros, il y a quand même toujours un peu ce schéma de correspondance qui colle à ces sciences. À coup sûr, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de correspondance du tout, puisque, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Et on ne pourra jamais le savoir, et il n'y a pas de position pour le savoir. Et vous parliez de point de vue, il n'y a pas de point de vue pour le savoir. Sauf si je suis croyant et que je pense qu'au bout du compte, c'est un Dieu, etc. Mais même dans ce cas, je suis dépourvu, ça ne m'avance pas sur le plan de l'orthodoxa, je ne suis pas avancé d'un pouce en disant quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, parce que de fait, je ne peux pas concrètement dire de quoi il s'agit. Il n'y a pas un objet qui corresponde exactement à ce type de savoir. C'est ça qui caractérise un peu cette étrange orthodoxa, cette étrange connaissance de l'action. Et pourtant, c'est un vrai problème. Et encore une fois, il doit y avoir une vérité de cela. Et il faut s'avancer vers quelque chose qui est de cet ordre-là. Et c'est ce qui fait sans doute toute la difficulté de la tâche en ce moment. Mais je pense pour ma part que ça passe effectivement par un certain type de savoir qui est un savoir des fictions. C'est par là, c'est par une logique des fictions. Si on y voyait suffisamment clair, je crois, là, on pourrait sans doute progresser beaucoup dans cette orthodoxa, dans ce savoir pratique, hein, si je veux, cette connaissance pratique, qui n'est pas une connaissance, qui n'est pas une épistémée. Alors, est-ce qu'une fiction, c'est exactement un modèle? Quand on construit un modèle, effectivement, je pense qu'un modèle, c'est simplement une catégorie de fiction. Parce que la fiction, quand on dit la fiction, comme s'il n'y en avait qu'une ou un seul type, c'est tout à fait faux. Bon, il y a des fictions qui sont des contradictions, il y a des fictions qui ne comportent aucune espèce de contradiction, mais qu'on pose tout en... Ce qui caractérise toujours la fiction, c'est qu'on sait qu'elle est fausse. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est fausse, on n'y attache aucune vérité, mais on veut avoir, à travers cette erreur qu'on fait volontairement, hein, ou cette fausseté, parce qu'il ne faut pas dire d'erreur, faut pas parler d'erreur, mais de cette fausseté qu'on fait volontairement, eh bien, on veut avoir des effets de vérité. Hein, c'est ça, en fond, l'astuce de la fiction, c'est que par un certain type de mensonge, mais dont on n'est pas dupe, dont on ne dupe pas forcément d'ailleurs les autres, on veut avoir des effets de vérité. Alors, un modèle, là c'est un petit peu autre chose, parce que est-ce que vous leurrez véritablement les gens? Est-ce que quelqu'un qui construit un modèle leurre? Je vais faire un modèle en physique, je vais faire la théorie des cordes, la théorie de la string theory. Bon, est-ce que je suis leurré? Je vais fabriquer le string en question, la corde, et qui sera d'épaisseur nulle, qui aura une longueur extrêmement petite. Bon, je vais travailler avec ça, je vais fabriquer tout un modèle avec cela. Est-ce que je suis en train de fictionner? D'une certaine façon, oui, mais est-ce que je suis en train plutôt de construire un modèle? Je suis en train de construire un modèle, et est-ce qu'on dirait... Dans les sciences, il y a des modèles, ils fonctionnent très très bien. Est-ce qu'on dirait qu'en éthique,
il y a des modèles, parce qu'on en parle aussi curieusement. On dirait bien qu'un tel est un modèle, mais est-ce que ça a tout à fait le même sens? Est-ce qu'il y a des exemples en éthique, des caractères exemplaires en éthique? Pas vraiment. Alors là, je serais très kantien là-dessus. Kant a osé dire que, d'une certaine façon, il n'y avait pas de, on ne pouvait pas suivre de modèle en éthique, parce que chacun a, comment dire, ses propres problèmes à résoudre, si j'ose dire. Et du coup, vous n'avez pas exactement de modèle. Mais il n'y a pas, comment dire, en éthique d'exemple à suivre. Hein. Alors que peut-être que dans les sciences, on peut fabriquer quelque chose comme ça, effectivement, et faire en sorte que, d'une certaine façon, tout le monde y sacrifie. Même si on pense que c'est faux, d'une certaine façon, si le modèle tient assez bien, si les lois ont l'air de tenir, eh bien, on va pouvoir les amender, certes, chacun va pouvoir d'une certaine façon les amender, mais il va tenir. Hein. De l'autre côté, les choses sont plus compliquées. Il y a pas. Est-ce que les choses se passent comme ça en éthique? Certainement pas. Je pense que ce qui se passe en éthique, c'est quand même toujours quelque chose, c'est toujours circonstanciel, l'éthique. Ça se passe à quelques-uns, dans tel cas, et ce qui s'est produit là, quand bien même on peut essayer d'en tirer quelques règles, quelques conséquences pour d'autres cas, il est parfaitement clair que dans un autre cas, il faudra tout recommencer. Il va falloir regarder avec le plus de finesse possible, le plus d'acuité possible, comment le problème se pose. Et d'une certaine façon, je pense que l'éthique est tellement circonstancielle, tellement singulière, qu'il est très très difficile d'envisager quelque chose comme des modèles. Ou du moins, dans ce cas, il y aurait le parti pris de vouloir réduire l'éthique à quelque chose comme des livres de physique ou des livres de mathématiques. Or, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas faire quelque chose comme ça. Encore que, je ne nie pas que les mathématiques puissent avoir un impact puissent donner des idées sur les questions d'éthique. Mais je pense que l'éthique est tellement particulière, tellement singulière, ne se pose que là, dans tel cas, hic et nunc, et ne peut plus du tout se reproduire une heure après ou le lendemain, qu'il est très difficile de constituer quelque chose comme des modèles. Donc l'orthodoxa dont nous parlions ne pourrait que très difficilement devenir quelque chose comme un modèle qui permettrait de résoudre tous les cas possibles aujourd'hui et à venir. Je pense que ça, on ne peut pas en rêver. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire. Et ça ne veut pas dire qu'il faille simplement, encore une fois, se laisser aller à l'intuition ou au sentiment, comme s'il était parfaitement réglé d'emblée. On n'a pas le droit de penser que ces sentiments sont bien réglés d'emblée. Mais du coup, il faut savoir quel est le principe de leur règlement. Mais il est évident que là, les choses sont infiniment compliquées, puisqu'elles sont à recommencer presque toujours. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire de psychanalyse, de psychologie, essayer d'y voir clair, commencer mettre en place des raisons, mettre en place des règles, des lois, bien sûr, mais il faut toujours bien savoir en même temps que l'éthique, ce n'est pas de la psychologie. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire sous ce nom de fabriquer des règles et des lois. Dans ce cas, on fait quelque chose comme de la déontologie, par exemple. Mais la déontologie, là, c'est du droit quasiment. Mais ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'éthique. La déontologie est complètement différente de l'éthique. L'éthique est extrêmement mobile. Et si le législateur a sagement, d'ailleurs, laissé une place à l'éthique, c'est précisément pour cette raison qu'il n'y a pas de possibilité de régler tous les cas par une règle ou une loi. On ne peut pas faire quelque chose comme ça en éthique. Et pourtant, comme vous le disiez très bien, on ne peut pas faire n'importe quoi en éthique. Il y a bien une justesse. Mais où est-elle? Comment... Voilà, bon, c'est un peu... Ça, c'est le problème de l'éthique aujourd'hui, comme d'ailleurs il se posait il y a bien longtemps. Ce n'est pas seulement de la philosophie, l'éthique. Je veux dire, en philosophie, on peut se contenter d'interroger et on peut se contenter de faire des hypothèses sur les interrogations. L'éthique implique qu'on résolve. C'est là où est le point très étrange, c'est que le médecin, lui, doit faire quelque chose. Il ne peut pas laisser souffrir, il ne peut pas laisser une situation se dégrader très vite, il est parfois tenu par le temps, il faut qu'il fasse quelque chose. Il y a véritablement, ça ne peut pas rester philosophique, l'interrogation éthique. Alors, et il faut absolument retrouver ce réel et avoir une position qui sera
la position réelle. Alors, c'est là ce qui fait toute l'ambiguïté de l'éthique, qui a besoin constamment de fiction pour exister, mais qui ne requiert ces fictions que pour résoudre les problèmes tels qu'on les vit, tels qu'on les sent, et tels qu'on les appréhende, et tels qu'il faut les résoudre de toute façon. Comment se fait-il finalement qu'on croit, sans complètement y croire, à Madame Bovary? Enfin, comment se fait-il que le prince André, chez Tolstoï, nous touche énormément, alors que le prince André n'existe que sous la plume de Tolstoï? Qu'est-ce qui fait que je crois un peu comme lecteur, je peux m'absorber dans sa lecture et puis laisser ce prince André exister, dire ses idées, etc. Qu'est-ce qui distingue les idées du prince André des idées d'un homme en chair et en os? Et qu'est-ce qui fait que, d'une certaine façon, peut-être que les idées du prince André m'intéressent parfois beaucoup plus que les idées d'un homme qui est en chair et en os? Qu'est-ce qui fait que... Comment est-ce qu'on peut distinguer, finalement, là, c'est une question qui déborde un tout petit peu l'éthique, mais comment est-ce qu'on peut distinguer fiction et réel dans le cas que vous dites, par exemple, du cinéma, ou dans le cas du livre qu'on est en train de lire? Oh, je crois que c'est assez... On peut assez facilement répondre, je crois. C'est que dans le cas de la fiction, vous n'avez que quelques paramètres, même s'ils sont en très grand nombre. L'auteur contrôle, ou peut-être ne contrôle pas complètement d'ailleurs, mais en très gros, il a la possibilité de faire jouer un nombre peut-être très grand, peut-être indéfini, on va dire, de paramètres. Indéfini, ça ne veut pas dire infini, c'est-à-dire que ça peut être très grand, mais ce n'est pas infini, justement. Et c'est ce qui se passe quand un auteur crée un personnage. Il lui donne un certain indéfini, si c'est un très grand auteur. C'est-à-dire que ce n'est pas une silhouette banale, il y a énormément de traits. Ces traits s'intriguent très très bien avec des traits d'autres personnages, etc. Mais en gros, on est en train de fabriquer quand même un système où il y a un certain nombre de paramètres. Alors que peut-être que l'existence se caractérise par une infinité de paramètres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de contrôler l'ensemble des paramètres. Et c'est peut-être ça qui fait la distinction entre un homme réel, si tant est que ça existe, et puis une fiction dans un roman ou dans une image. Parce que l'image aussi, on peut compter les points, au fond, on peut dénombrer exactement combien il y a de points dans une image, et on ne peut pas le faire de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est complètement impossible, ça défie complètement toute possibilité de comptage. Alors que de l'autre côté, même si le compte est gigantesque, il existe d'une certaine façon, il y a ce compte. Et c'est peut-être ça qui fait la distinction. Peut-être l'une des différences qui existent entre fiction et réalité. Et puis, il y a aussi peut-être une temporalité de la fiction. Enfin, il y a un certain type les choses peuvent se produire dans un certain sens dans une fiction et ne pas pouvoir se produire dans le même sens quand il s'agit du réel. Si, par exemple, je dis que, comment s'appelle que Sherlock Holmes, par exemple, a pris son petit déjeuner avec, je sais plus quel Premier ministre vivait à ce moment-là, mais supposons que je donne vraiment le nom du Premier ministre. Je peux très facilement dire que Sherlock Holmes a pris son petit déjeuner chez un tel, en donnant vraiment un nom de Premier ministre qui a existé. Curieusement, je ne peux pas dire l'inverse. Je ne peux pas dire que le Premier ministre a pris son petit déjeuner chez Sherlock Holmes. Ça semblerait complètement absurde, pervers, étrange. Et là, il y a quelque chose qui bloque. Donc, on voit qu'il doit y avoir une logique de la fiction qui n'est pas la logique du réel. Je pense que, et là je donne simplement un tout petit exemple, mais je pense qu'on pourrait aller très très loin dans cette direction, essayer de dire ce qui fait la distinction entre ce qui fait fonction de fiction et ce qui fait fonction de réel. Et on comprend très bien d'ailleurs que pour comprendre ce qui fait fonction de réel, il faut en passer par la fiction, parce que vous enlevez simplement des paramètres qui sont en trop, et
vous regardez finalement, c'est souvent comme ça d'ailleurs que les auteurs procèdent, pour comprendre une situation, je la décante et je regarde exactement ce qui se passe si j'enlève des paramètres, et comme ça je comprends un peu ce qui se passe. Mais on voit aussi qu'on perd en réalité dès qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'à la fin on gagne en explication, mais on perd quelque chose qui est en réalité. Mais je crois qu'on a tout de même des logiques qui sont là très très différentes, et qui permettent quand même de repérer, de ne pas trop confondre ce qui est de l'ordre de la fiction et ce qui est de l'ordre du réel. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas. Sauf peut-être, et vous le disiez très bien, sauf peut-être au cinéma, où je peux être beaucoup plus absorbé par une image. Curieusement, l'image me leurre beaucoup plus que les signes du langage. Les signes du langage ne me trompent pas. Il est parfaitement clair que je reste toujours conscient que je suis en train de lire, ou peut-être puis-je perdre un peu la conscience de lire à certains moments, mais en gros, elle va me revenir très vite. L'image est beaucoup plus traître, parce qu'elle donne une impression très forte de réalité, se fait oublier comme langage, alors qu'elle est éminemment un langage. C'est exactement comme des signes que j'utilise. J'ai rabattu sur 2 dimensions, ce qui était en 3, 4 ou n dimensions. Je n'ai que quelques pictales, je n'ai que quelques points qui me servent simplement, et pas une infinité, bon, etc. Donc j'ai réduit évidemment, mais on peut donner curieusement, l'œil est assez généreux, le fait de voir est plein de générosité à cet égard, et l'œil est très crédule, effectivement, il a tendance à penser qu'il a du réel, et que quand il a une image, et que l'image, à la limite, peut prouver qu'on a affaire à du réel, alors que pas du tout, elle ne le prouve pas, elle est prise sur le réel, si c'est une photographie, mais elle va en dire quelque chose. Mais il est bien entendu qu'elle a fait cette réduction dont je parlais, elle a réduit à très peu de paramètres ce qui contenait une infinité de paramètres. Et elle donne à voir quelque chose qui, d'une certaine façon, a simplifié la réalité. Je peux montrer un soldat russe en Ukraine. Bon, un soldat russe en Ukraine. Ça, je peux montrer ça. Et d'une certaine façon, j'aurais par là tenu un certain type de discours, avec lequel je peux être d'accord d'ailleurs, mais un certain type de discours sur ce qui est en train de se passer en Ukraine avec la Russie comme actrice, si j'ose dire. Bon. C'est-à-dire que l'image parle en sélectionnant bien sûr sur le réel, elle prend sur le réel, si tant est d'ailleurs qu'on sache ce que c'est, je dirais c'est hautement problématique, cette multitude, cette foultitude de paramètres, mais elle opère cette sélection. Et en même temps, encore une fois, on ne peut pas éviter de le faire. Comprendre, c'est forcément faire cette réduction. Et en éthique, on fait toujours la même chose. Sur une situation qui est extrêmement complexe, je vais être obligé de prélever les quelques paramètres qui me semblent plausibles et travailler avec eux, tout en sachant qu'ils sont déjà extrêmement nombreux pour faire quelque chose qui vaille et qui fasse une espèce d'objectivité ou d'unanimité, ou pour obtenir cette justesse dont vous parliez, qui est quoi? Une espèce de centre de gravité de tout ça, une sorte de... un bon rang, qui est une hiérarchie correcte qui aurait été faite à partir de tous ces paramètres. Qu'est-ce que c'est exactement que la justesse? Est-ce qu'elle a d'ailleurs un sens uniforme dans toutes les situations? Probablement, il faudrait regarder des types de justesse et essayer de regarder comment ces types de justesse s'adaptent à énormément de catégories possibles de cas qu'il faudrait essayer de classer, tout en sachant que les classements ne sont pas innocents, qu'évidemment, il y a toujours quelqu'un derrière le classement qui est en train de parler, qui est en train de dire quelque chose sur le réel.